L'histoire est qu'on est, on est très honnête finalement avec le parcours de notre maison. Au départ, il n'y avait pas d'idée de créer une marque. Au départ, il y avait 2 fondateurs, 5 collaborateurs, et qui s'étaient dit on va créer une entreprise du droit. Une entreprise du droit dans laquelle on va être au service de l'entreprise. Et ce n'est qu'avec le temps, ce n'est qu'avec des années de travail, finalement d'énergie, de concentration, qu'à un moment, je pense que nous nous sommes rendus compte que nous étions devenus une marque. Et c'est finalement cette envie en fait de créer cette entreprise du droit qui était très différente pour ce marché en fait à l'époque, parce que l'idée c'était de pouvoir réunir des gens qui ont du talent, qui voient les choses différemment, qui ont le sens du service, qui ne vont pas être que une réunion d'avocats avec des parcours juridiques. Il y avait des financiers, il y avait des économistes, il y avait des scientifiques, il y avait des gens qui avaient eu un parcours public. Bref, c'était la réunion de toutes ces personnes qui avaient vocation à apporter un service un peu différent, un peu innovant à ce marché et qui en fait, on peut dire, éclatait les fondateurs de cette maison. Et quand on regarde l'histoire 23 ans plus tard, c'est vrai que l'on constate, et je suis très touchée que vous disiez ça aujourd'hui, nous sommes devenus une marque. Et encore une fois, si on ne réécrit pas l'histoire, je pense que nous avons pris conscience que nous devenions une marque après 8 ans, 10 ans. Et c'est vrai que là, nous nous sommes vraiment concentrés sur le fait que... Ça fait des drôles de bruit. Qu'à un moment, nous nous sommes mis à travailler l'idée que nous étions une marque et comment on pouvait pérenniser cette marque et finalement devenir un univers qui allait attirer des talents, demeurer dans le temps et puis surtout évoluer, parce que la grande idée de tout cela, c'est que finalement on a 23 ans d'existence, nous ne sommes pas le cabinet que nous étions il y a 23 ans, dans 10 ans nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui et nous nous devons d'évoluer en fait en permanence avec d'une part l'aspiration de nos confrères, des jeunes, des moins jeunes, et aussi surtout, comme l'évoquait Marc Mosset tout à l'heure, l'aspiration et le besoin des entreprises, puisqu'aujourd'hui, nous, notre cible, ce sont les entreprises. Alors, quand on part de zéro et qu'on veut se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, qu'on veut créer sa marque, de quels moyens est-ce qu'on a besoin, a-t-on besoin Tout d'abord, est-ce qu'il est nécessaire de se faire accompagner? Oui, bonsoir à tous. Je pense que ce que a dit Massi est très intéressant, parce que au-delà de parler d'une marque, il faut parler d'un projet. Et je crois que la marque, finalement, illustre un projet d'entreprise, puisque là on parle de plus en plus d'avocats entrepreneurs, la think tank qui est animée par Georges Bétaux, finalement, et celle-là, il y a une évolution de la profession, qui est une profession très individualiste, avec des personnalités, des personnalités très forts, et qui passe finalement aujourd'hui, que ce soit des petites structures ou des grosses structures, et aujourd'hui, ce sont des entreprises de gens qui font des droits et qui accompagnent soit des particuliers, soit des entreprises. Donc ça, c'est la première chose, et la marque, pour moi en tout cas, illustre quelque part un projet d'entreprise, et qui permet d'être non seulement un porte-étendard pour conquérir des marchés à l'extérieur, mais aussi un porte-étendard pour les gens qui participent à ce projet d'entreprise. C'est fondamental, et je pense qu'aujourd'hui, chez Odyssée Bougie ou dans d'autres cabinets, il y a une espèce de fierté d'appartenir à cette entreprise, et qui se traduit par un flag, un drapeau qui est cette marque. Alors la question, est-ce qu'il faut être accompagné? Je dirais que ça dépend beaucoup des gens qui composent ces cabinets. Si les gens, que ce soit des petites ou des grandes structures, ont un projet très clair d'entreprise, avec un positionnement, qui connaissent leur marché, qui connaissent leurs concurrents, qui connaissent leurs prospects, qui ont des envies, des spécificités, une différence, n'ont pas besoin d'être accompagnés. En revanche, s'ils sont le nez dans le guidon, et c'est difficile effectivement d'être en même temps avocat et communicant, avocat et marketeur, c'est compliqué, vous avez besoin peut-être de se faire accompagner. En tout cas, la question qu'il faut se poser, nous on travaille beaucoup pour des marques internationales, des marques de luxe, ou des marques plutôt de grande consommation et un peu plus maintenant de corporate, c'est, avant de commencer à se poser la question de la marque, c'est qu'est-ce que moi je vais apporter seul ou avec mon groupe de différent dans le paysage. Et tant qu'on n'a pas répondu à cette question, on ne peut pas passer à la question d'après, c'est qu'est-ce que c'est que mon projet et comment je vais l'incarner par une marque. Donc ça, pour moi, c'est fondamental. C'est qu'est-ce que je vais apporter dans le paysage, que je sois petit, grand, moyen, peu importe.
qu'est-ce que j'ai apporté de plus. Et ça, c'est parce que la marque, finalement, à quoi ça sert? Ça sert à se faire remarquer et à se démarquer. Et donc, il faut apporter quelque chose de différent. Et ça, c'est très important. Donc, c'est l'illustration d'un projet. Justement, sur ce sujet, quel conseil vous donneriez à un cabinet pour définir son positionnement? Déjà, il y a une compétence, clairement. C'est connaître sur quoi je suis compétent ou le meilleur. Si je ne suis pas le meilleur, comment je deviens le meilleur? Ça, c'est une vraie question. Donc, c'est une remise en question. En sachant que l'expertise technique ne suffit plus aujourd'hui. Absolument. L'expertise technique ne suffit pas. Il faut se faire identifier. Il faut avoir des méthodes de communication, c'est-à-dire peut-être écrire, faire des conférences. Je suis beaucoup la communication d'Auguste Éleusis. Je suis absolument stupéfait de la rigueur. Je reçois toutes les semaines une invitation à un colloque, à une formation. Donc c'est se faire connaître et pas vendre obligatoirement une prestation de service, mais en tout cas vendre de la connaissance et un petit peu décaler ces thématiques. Moi, en tant qu'agence, par exemple, on fait souvent des petits déjeuners. On ne parle jamais de l'agence, on parle de problématiques. Donc voilà, les marchés de demain, la digitalisation, la fin du retail, enfin on parle de problématiques et ce qui fait qu'on arrive à se différencier et à exister dans un paysage qui est souvent celui du MeToo. L'exemple de Paul Richter tout à l'heure sur l'histoire d'Apple, c'est ça, c'est qu'ils ont pris le problème à l'envers. Ils n'ont pas vendu les ordinateurs, ils ont vendu une solution. Donc c'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Donc c'est un vrai projet d'entreprise. Qu'on puisse le faire soit seul, soit accompagné. Mais en tout cas, il faut se poser des questions fondamentales. C'est qu'est-ce que je vais apporter demain dans mon métier avec ma pratique. Et donc quel public je vais viser et rencontrer et conquérir. Donc, alors à ma droite, on a justement 3 avocats entrepreneurs. Donc, vous pouvez peut-être partager avec la salle votre expérience de vos débuts. Est-ce que vous vous êtes fait accompagner, pas accompagner? Quel était votre projet au départ? Alors, nous, on s'est pas fait accompagner. Je pense que ce que dit David Mittich est fondamental. Avant d'avoir une marque, il faut avoir un produit. Les marques, elles sont belles que parce qu'elles véhiculent quelque chose qui est beau. Et donc, nous, on n'a pas voulu se faire accompagner. On s'est dit qu'on allait d'abord travailler sur définir qui on était, ce qu'on voulait faire et quelles étaient nos spécificités avant de réfléchir à une marque. Il se trouve ensuite que moi, lorsque je me suis installé, j'avais pas 40 ans et que je considérais que le fait d'être reconnu par mes pairs, on ne prétend pas du tout être reconnu au-delà de nos pairs, mais déjà être reconnu par ses pairs, c'est pas mal. Être reconnu par mes pairs, pour moi, ça nécessitait d'avoir nos noms dans le nom du cabinet. Et donc, on s'est dit que l'actif principal de la structure et du produit, on fait essentiellement des dossiers de contentieux sensibles, de contentieux de concurrence, antitrust, de contentieux pénal, de contentieux de haut bilan, d'actionnaires. Et on s'est dit que notre plus grand actif, c'était les hommes et les femmes qui composaient le cabinet, et que donc notre produit, il devait porter notre nom, parce qu'on a commencé à réfléchir à quelque chose qui pouvait avoir du caractère et de la combativité, et on s'est dit, au fond, efforçons-nous nous-mêmes d'être à l'image du produit qu'on propose. Voilà, donc on ne s'est pas fait accompagner, on s'est dit que en fait, l'intendant suivrait que le produit était le plus important. Le produit, c'est pas un peu moche de parler comme ça, mais en tout cas, le service apporté au client était le plus important. Delphine Meillet. Alors bonsoir à tous. Alors merci de m'avoir invité parce que je suis l'outsider dans cet univers. Depuis tout à l'heure, je n'entends que des on et moi je dirais je. C'est-à-dire que je suis seule. J'ai fondé mon cabinet il y a 6 ans. Je suis une toute petite structure comme il y en a beaucoup au barreau de Paris, mais ce n'est pas ce qu'on a entendu ici. J'ai un collaborateur, une armée de stagiaires, et je tourne comme ça. Il se trouve que je me suis dit que avocat associé au collaborateur, il y a une égalité, c'est-à-dire qu'on s'appelle tous maîtres, d'ailleurs hommes ou femmes, et qu'on peut tous aller plaider et prendre des dossiers, assurer des défenses individuellement. Donc on soit associé au collaborateur. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose que je me suis dit, c'est qu'on n'a pas besoin d'appartenir à une grande structure pour être bon. Et ça je l'ai appris dans ma vie professionnelle parce qu'avant d'être avocat j'étais attachée parlementaire.
Donc toute petite structure, petit député si j'ose dire. Et donc là j'ai appris, j'ai eu la chance de travailler avec des bons, des grands. Et ensuite je suis devenue avocat et j'ai travaillé également encore avec des bons et des grands qui étaient Michel Zaoui et Patrick Maisonneuve et qui étaient également des individualités. Donc des cabinets, on était 2, 3 et pourtant on gérait de très gros dossiers. Et donc j'étais collaboratrice et j'ai appris comme ça. Et il se trouve que je me suis dit, qu'est-ce que j'aime faire moi? Parce que je me suis autorisée à faire ce que j'aimais. Et j'avais appris le droit de la presse et le droit pénal, le droit de la presse chez Michel Zaoui et le droit pénal chez Maisonneuve. Et je me suis dit, bien, je vais faire ça, puisqu'ils sont capables de le faire, je vais le faire moi-même. Mais avec mes petits moyens. Alors, moi, je ne suis pas Auguste Debussy, je n'ai pas recours à vos agences, mais je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire, moi, toute seule? Donc vraiment l'entrepreneuriat au sens propre. Et j'ai donc créé un site internet il y a 6 ans, que j'ai investi, que j'ai nourri, que j'ai bien organisé. Et j'ai écrit des articles aussi sur des sujets qui m'intéressaient. J'ai écrit des articles sur le blog du Monde, sur des sujets qui m'intéressaient, je les envoyais aux journalistes et il se trouve qu'ils les publiaient. Et donc ça c'était déjà un début de micro-notoriété sur des petits sujets. Et j'ai eu la chance de rencontrer une journaliste qui crée le site internet du Parisien, donc c'était il y a quelques années, et elle m'a proposé de faire des vidéos d'1 minute 30 pour vulgariser le droit. Et lors de la table ronde précédente, j'entendais que 3 Français sur 4 se plaignaient du fait de ne pas comprendre le droit, et c'est très juste, puisque je me rends compte de l'utilité de mon intervention ou d'autres interventions de gens qui font exactement la même chose que moi, mais on a besoin de vulgariser les choses, autant en matière juridique que judiciaire, pour expliquer les décisions judiciaires. Donc, avec mes petits moyens, j'ai donc créé mon site et les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est gratuit. Facebook, Instagram, absolument tout, LinkedIn. Et là, je poste, et je poste autant que je peux, que ce soit des articles, que ce soit des vidéos, et ça nourrit, si vous voulez, la réputation. Alors, de là à dire que je suis une marque, je finis par le croire puisqu'on m'a invité aujourd'hui, et j'en suis ravie. Je ne le savais pas jusqu'à aujourd'hui, mais finalement, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que je me suis fabriquée toute seule, dans des domaines de compétences bien précis, où j'ai une forme d'expertise maintenant. Et voilà, c'est comme ça que j'ai été identifiée par les clients, mais pas seulement, par les journalistes également, et par le législateur, puisque je suis auditionnée régulièrement sur des sujets sur lesquels je suis intervenue, autant en qualité d'avocat qu'en qualité de commentatrice de décisions judiciaires ou autres. Voilà. Alors, Éric Després, vous, votre expérience... Alors, votre expérience est d'autant plus intéressante que vous avez testé les 2 dénominations possibles, celle avec les patronymes et le nom de Fantasy. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu pour quelle raison vous avez décidé de changer? Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Effectivement, au départ, on part juste avec l'envie. Nous, on n'a pas, mon associé et moi de l'époque, on n'avait pas grand-chose, puisqu'on avait envie de créer un cabinet, mais on n'avait pas d'histoire d'association dans un grand cabinet, comme c'est le cas pour certains, qui sont pour autant des entrepreneurs, mais nous, on n'avait pas cette historique-là. En revanche, on avait envie de créer un modèle sur la base de ce que nos aînés nous ont appris, nous ont transmis, qui est cet esprit d'entreprise. La question du nom, c'est pas vraiment posée dans un premier temps, parce qu'on s'est dit, précisément, on voulait créer une marque. On était 2. On voulait créer une marque, on avait 2 patronymes, on les a collés, on n'a pas mis le « et ». En fait, on a fait Auguste Debussy avant même d'avoir passé 20 ans à créer la marque et l'esprit de la marque. Donc on a pris le problème à l'envers, on s'est projeté 20 ans plus tard. Ça a vécu 2 ans et demi. Et au bout de 2 ans et demi, on s'est rendu à une réalité qui est celle qu'effectivement, une marque, ça prend énormément de temps à être créée et à exister. Et puis au fond, en réalité, une marque, normalement, ça doit survivre à ses fondateurs. C'est l'exemple des Américains, on en a pas mal parlé tout à l'heure. Les Américains ont une marque, ce sont des gens qui sont décédés depuis plus de 100 ans.
et pour autant les cabinets continuent d'exister, alors que nous, nos plus grands avocats sont décédés et leurs cabinets ont explosé avec. Du coup, se pose la question véritablement, est-ce que De Thomas survivra à De Thomas, hein, si je peux me permettre, ton cabinet, de manière générale. Je ne le sais pas, je te le souhaite. Je sais que c'est ton ambition. Moi, du coup, à travers ce mini-traumatisme, puisqu'on en a quand même, on y a survécu, c'était qu'un événement un peu douloureux à passer, comme toute séparation, mais on a repris le taureau par les cornes. La question s'est posée ensuite quand on s'est associé de nouveau avec, pour le coup, des gens avec lesquels on avait une histoire commune de collaboration passée, de savoir si on remettait nos noms les uns à côté des autres, ou si effectivement, finalement, comme l'a dit Madame Le Bâtonnier tout à l'heure, hein, je ne sais pas si elle a voulu discriminer le cabinet de ceux d'entre nous qui sont attachés au patronyme dans la raison sociale, mais effectivement, il y a de plus en plus de cabinets aujourd'hui qui se créent sur un nom fantaisie pour précisément dépassionner le débat. Ou, comme c'était parfois le cas, notamment chez moi, quand mon cabinet ne s'est plus appelé que des prêts associés le temps d'une transition, certains de nos clients pensaient même que mes associés étaient peut-être mes collaborateurs. Et c'était aussi très pénible ce sentiment-là. Donc quand on a décidé de mettre les choses à plat, on s'est dit, bon, un nom fantaisie, pourquoi pas. Et finalement, qu'est-ce qui compte pour nous, ce sont les transmissions de valeur. En fait, c'est transmettre. On parlait tout à l'heure aussi de la marque employeur. J'entendais ça tout à l'heure, effectivement, c'est quelque chose de fondamental pour moi. Qu'est-ce que c'est que la marque? Pour moi, la marque de l'avocat, mais je pense que c'est commun à nous tous ici, hein, c'est d'abord transmettre. Et la transmission, elle passe par les stagiaires. Vous en parliez, on en a tous, et effectivement, la base de notre métier, elle est là. L'apprentissage, elle commence au stage, et la connaissance d'une marque, en tout cas la notoriété des avocats qui composent une marque, qu'elle soit patronymique ou qu'elle soit fantaisiste, si on peut parler de ce mot, ou de fantaisie, exactement, eh bien, finalement, elle passe par l'appréciation que portent nos collaborateurs, que portent nos stagiaires, que portent nos confrères et que portent nos clients sur notre travail et nos valeurs fondamentales. Alors c'est pour ça que je pense fondamentalement que le nom, en fait, peu importe. Ce sont ceux qui constituent les cabinets dans lesquels on exerce et les valeurs qui les animent, qui en réalité donnent une connotation plutôt qu'une autre à la marque qui est associée, quand on veut l'appeler marque. Alors, dans votre nom, il y a quand même une particularité sur laquelle on est obligé de vous interroger, c'est que c'est en écriture inclusive. Donc qu'est-ce que ça veut dire vis-à-vis des clients et en tant que marque employeur aussi. Alors on a fait effectivement ce choix de nous appeler Nerio Avocat avec le .e.s qui est donc la marque de l'écriture inclusive dont l'Académie française nous a dit que c'était une hérésie, hein, quelques semaines après qu'on ait décidé de la valiser et de déposer la marque de coquetterie. On a quand même effectivement déposé la marque à l'INPI dans la crainte qu'on nous la pique. Mais je pense que ça n'arrivera jamais, mais c'est pas grave, c'est fait, c'est valorisé. Ça nous a donné en tout cas le sentiment d'avoir effectivement créé quelque chose. Non, on l'a fait parce qu'on veut effectivement transmettre ici l'idée que dans notre cabinet, et à l'impulsion de mon associé Marie Duponchel, qui est particulièrement impliquée dans cette idée d'égalité femmes-hommes, que notre cabinet est un cabinet qui a vocation à donner toute sa place aux avocats, qu'ils soient hommes ou femmes. Nous ne sommes pas à parité aujourd'hui, nous l'avons été dans le passé, mais nous avons même été majoritairement dans l'association féminine, ou féminin, bref, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Simplement, la particularité ici, c'est d'effectivement dire au marché que c'est un point important pour nous. Alors après, j'ai souvent entendu même en tant que collaborateur qu'aujourd'hui, finalement, certains grands comptes, certains grands clients
attacher beaucoup d'importance à compétences égales à la représentation des femmes au sein de l'association. Je ne sais pas si c'était juste un vœu pieux ou une réalité. J'ai par ailleurs exercé dans d'autres cabinets où il y avait une femme, voire pas de femme, ça ne nous empêche pas d'exister très bien et de pouvoir effectivement dire que leur marque est puissante. Donc je ne sais pas ce que ça vaut de dire que la femme, ou en tout cas marketer la place d'une femme dans un cabinet, j'en sais rien. Ce que ça vaut chez les clients, je ne peux même pas vous le dire. Pour vous donner l'anecdote, j'ai même certains de mes clients, quand ils ont vu le nom qui a changé, ils ont dit « Nerio Avocatesse, c'est quoi ?» Pas gagné, hein. Bon, ça a un peu... C'est ça, on n'a pas une antenne encore au Portugal. Bon, ça nous a... On a créé un réseau d'avocats outre-mer pour des raisons très éminemment liées à notre activité, mais voilà, ça a un peu ruiné tout. On s'est dit, ok, en fait, c'est un effort finalement assez vain. D'accord. Alors, au-delà du nom, dans la marque, il y a aussi des éléments graphiques. Qu'est-ce qu'ils disent de la marque? Les éléments graphiques, c'est pas là. Pour reprendre ce que vous disiez il y a un instant, là, c'est vrai que entre un nom, parce qu'il y a un nom avec un patronyme ou un nom dit de fantaisie ou de création, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une adéquation entre le projet, les valeurs et les valeurs qu'on veut externaliser. Et d'ailleurs, toute la symbolique graphique est la même, c'est-à-dire qu'on va prendre en fonction du nom, on va choisir une typographie, peut-être un symbole associé, peut-être une baseline pour spécifier la pratique ou le domaine d'activité, et tout ça doit être en cohérence. C'est-à-dire que le problème de la marque, si vous voulez, c'est que c'est pas, à la limite, ce qui est assez drôle d'ailleurs, ce que disait Masti, c'est que c'est le résultat de toute une somme de choses. Donc c'est la définition d'un projet, c'est une adéquation, c'est une pratique, c'est une spécificité, c'est une alchimie entre toute une série de signes qu'on veut donner aussi bien à ses collaborateurs pour les faire adhérer à un projet qu'à des signes qu'on va donner à ses clients et à un marché. Donc, en fonction de son positionnement, chez un cabinet d'affaires, je vais peut-être plutôt choisir une typographie plus statutaire qu'une anglaise, pas de casse, qui est dans la proximité. Je choisirais plutôt si je fais du droit à la famille, si je suis plutôt, j'ai un marché qui est orienté vers finance banque, je vais avoir effectivement encore une typographie un peu différente, des codes couleurs différents. Si je suis dans le numérique, je vais avoir une typographie qui va illustrer mon numérique. Donc ça dépend beaucoup de son positionnement. Donc tout ça, c'est vrai que ça dépend encore une fois de la stratégie du cabinet, ou là où je veux aller, ou là où je suis, où je veux aller, où je serai là dans quelques années. Donc c'est une vision. Et aussi, c'est de la création de valeur. C'est-à-dire que là où je pense que c'est important d'avoir une marque forte, mais qui est un résultat, c'est comment, au-delà des fondateurs, je vais pouvoir la transmettre, comment faire adhérer. Quand je vais faire du recrutement, par exemple, la marque employeur, c'est fondamental. Qu'est-ce qui va attirer un jeune collaborateur, un jeune avocat à venir à mon cabinet? Ça va être une perception de sérieux, une perception qui va dire, tiens, ce cabinet-là est plutôt orienté sur tel marché, telle structure. Donc tout ça, c'est des signes, mais qu'on définit ensemble avec effectivement les fondateurs du cabinet. Donc il n'y a pas une réponse, il y a des milliers de réponses. Et donc on peut être sur une typographie qui va dire une chose, une couleur qui va dire une chose, consciente ou inconsciente. Alors aujourd'hui, il y a le j'aime pas, hein, clairement, ça, on l'a rencontré plein de fois, mais ce qui est la bonne identité, c'est celle qui va vraiment illustrer les valeurs de l'entreprise et qui va véhiculer un message. Avec de sérieux, d'innovation, de réassurance, d'audace, ça dépend vraiment de la stratégie. Donc il n'y a pas une réponse, il y a des milliers de réponses. Alors ce qui est intéressant, c'est que nous, aujourd'hui, on travaille avec l'université de psychosociologie de Louvain, et il y a une nouvelle discipline qui s'appelle le neuromarketing ou neurosciences, et on s'aperçoit qu'au-delà du j'aime pas, ou même par rapport à une stratégie définie de communication qui va être traduite et illustrée par des signes, il se trouve qu'effectivement, il y a des comportements inconscients qui sont le résultat de telle ou telle perception d'une couleur ou d'un graphisme ou d'une image. Donc il y a énormément de choses. Donc il y a un substrat scientifique qui permet aussi de véhiculer des valeurs ou de trouver le bon lien émotionnel avec sa cible.
Par exemple, ça c'est totalement scientifique, si la salle ici était toute rouge, on peut mesurer que toutes les pulsations cardiaques de tout le monde ici augmentent, de façon totalement inconsciente. Donc le rouge véhicule un certain nombre de choses. Donc ça, c'est vrai que si on commence aussi à professionnaliser au-delà des stratégies de communication, à travers un substrat qui s'appelle les neurosciences, quelles sont les perceptions conscientes ou inconscientes, et surtout inconscientes, des signes qu'on émet. Ça va jusqu'à la voix, la réponse à un message téléphonique, vous parliez des stratégies sur les réseaux sociaux, pareil, où je vais mettre l'image, sur mon site, où je vais mettre le bouton. Enfin, on peut pousser très très loin, entre guillemets, la connaissance de l'utilisation des signes. Donc là, il y a des milliers de réponses. Parce que c'est des réponses sur mesure. D'ailleurs, la marque, quand on réfléchit, finalement, c'est quoi? C'est votre nom. Votre nom, vous avez une personnalité, vous avez un style, et c'est ça qui est une marque. C'est rien d'autre, hein. Mais appliqué à un groupe et à une organisation. Alors justement, dans le cabinet d'avocats, la marque, ce sont aussi des hommes et des femmes. Donc, Maësty, quelle est la part de personnalisation en fait, et de collectif dans la marque? Elle est totale. Et c'est un doux mélange et qui est un sujet, je trouve, qui est très difficile de catégoriser. Je m'explique. Une marque, ou en tout cas une structure, un cabinet d'avocats, sans les gens qui la composent, quel que soit leur âge, leur expérience, leur profil, leur métier, leur expérience, leur expertise, etc., n'a aucun sens. Et ce sont ces gens, ce sont ces personnes qui constituent finalement la marque. En même temps, nous sommes tous à la recherche de l'existence et de la création d'une marque. Donc, c'est l'adéquation entre les profils des uns et des autres que l'on va essayer de mettre en musique avec l'idée qu'on se fait de cette marque. Et finalement, au bout d'un moment, je vous avoue que je ne sais pas si c'est la marque qui nourrit les gens ou si c'est les gens qui nourrissent la marque, mais en tout cas, je suis convaincue que l'on peut créer un cercle vertueux entre les individus et l'entreprise, et la marque. Et je reviens un instant sur ce que disait notamment Marc Mosset tout à l'heure. La marque, elle est importante pour, finalement, si on revient, vous vous souvenez de ces publicités d'IBM, si je choisis IBM, forcément je ne fais pas d'erreur. Mais à un moment donné, dans une structure, on se rend compte que l'intuitu personnel, donc la relation de confiance avec des individus, avec des associés, avec des collaborateurs, y compris des jeunes stagiaires, elle va être l'élément, ça va être l'élément qui va vraiment permettre de basculer dans un sens ou dans l'autre. Donc en d'autres termes, à mon sens, annihiler la présence des uns et des autres par l'existence d'une marque forte et exclusivement d'une marque n'est pas nécessairement un projet d'avenir intéressant. Et finalement, ne tourner autour que des individus sans que l'on ait une enveloppe corporelle quelque part globale dans laquelle on va véhiculer des valeurs, une qualité, un projet, et tous ces éléments qui vont être dans l'impalpable, n'est pas non plus une bonne chose. Donc c'est comment on arrive à donner sa place à chacun, tout en donnant et en laissant la place à la marque. Parce que forcément, la pérennité de la marque va dépendre aussi du fait de sa force et de son détachement par rapport aux personnes, mais en même temps, nous ne sommes rien d'autre que dans l'exercice de notre métier, que des hommes, des femmes, avec une vision, avec une stratégie, et c'est pas une marque qui établit la stratégie, c'est pas la marque qui établit une tactique, ce sont des gens avec leur parcours, leur richesse, leur manière de voir les choses. Donc cette approche-là, elle est importante. Et après, je reviendrai sur ce que vous disiez tout à l'heure, Charlotte, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas non plus que l'on s'éloigne des aspirations de nos jeunes confrères. Et finalement, on est aussi un peu plus éloigné de la génération que je suis. On aimait rentrer dans une maison, on aimait travailler beaucoup, 24-24, on avait envie, on avait ce débordement d'énergie qui était finalement lié à une structure, c'était des rencontres. Et aujourd'hui, nos jeunes réfléchissent peut-être un peu différemment et ils ont envie d'exister, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas de différence entre un associé, un collaborateur, un stagiaire, ils ont chacun leur rôle et c'est à nous de nous assurer que ces structures, même avec des marques fortes, arrivent à laisser la place et donner du rêve et de l'autonomie, de l'indépendance à tous ces jeunes gens qui vont arriver et qui vont permettre de faire en sorte qu'on aura ce cercle vertueux essentiel avec des gens de talent qu'on va aider à grandir, qui vont être les associés de demain, qui vont être les interlocuteurs de nos clients et qui vont faire qu'à leur tour, ils s'adapteront aux besoins de leur propre génération dans 10 ans, dans 20 ans, dans 15 ans, qui ne seront pas les mêmes que les leurs. Et donc nous avons
avons, je pense, besoin des deux. Et comment on arrive à créer cette alchimie entre les deux, je pense que ça va être la magie de chacun, la perception de chacun, là où est-ce qu'on a envie de se renforcer, qui sont nos concurrents, qui sont nos cibles. Mais je pense qu'on ne peut pas se détacher l'un de l'autre, et en tout cas, ce serait bien pris. Laurent, je veux juste rajouter quelque chose là-dessus. On parle de la marque tournée vers les clients, mais c'est vrai, la marque, elle doit être nécessairement tournée pour le recrutement. C'est vrai particulièrement pour les cabinets un peu entrepreneuriaux comme nous, qui ne sommes pas les destinataires naturels des plus beaux CV. Or, chercher tous les clients de la Terre, c'est très bien, mais si vous n'avez pas les talents pour les servir, vous allez nulle part. Et donc, la marque, elle doit être évidemment le reflet de ce que vous êtes et de ce que vous présentez aux clients, mais elle doit surtout être le reflet du projet que vous offrez aux talents pour vous rejoindre. Parce que, encore une fois, servir des clients sans talent, c'est absolument impossible. Et donc, elle doit vraiment être envisagée sous ces deux angles-là, et donc c'est exactement ça, c'est la nourriture de la marque par l'homme et de l'homme par l'homme. Alors, on avait plein d'autres sujets à aborder, mais Jean-Georges m'a fait signe qu'on était pris par le temps, donc on va peut-être prendre quelques questions de la salle.